Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Cosmique. Dans cet épisode, j'ai décidé d'aborder un sujet dont tout le monde a déjà entendu parler, l'astrologie. Je suis allée à la rencontre de Cécile Jacamon afin qu'elle nous en dise un peu plus sur ce sujet si captivant. Au cours de cet épisode, elle nous livre des clés pour mieux comprendre l'astrologie, mais aussi les enfants, l'amour, la société et bien plus encore. Alors si tu es simplement curieux ou si tu te poses des questions, peut-être que cet épisode t'en apportera. Tu peux voir cet épisode sur YouTube ou l'écouter sur l'une des plateformes d'écoute de ton choix. Et si jamais tu as des questions à poser au prochain invité, n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux sociaux de Fréquence Cosmique, Facebook, TikTok et Instagram. Bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Lauriane. Donc vous êtes astrologue depuis combien d'années? Alors, officiellement en tant que praticienne depuis 11 ans, Oui. mais sinon j'ai toujours été accompagnée de l'astrologie depuis environ l'âge de 17 ans, donc ça fait plus de 40 ans. Ah oui, quand même. Ok. Bon, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et de passer ce moment pour décrypter un petit peu l'astrologie et potentiellement aussi balayer les idées qu'on peut avoir, parce que tout le monde connaît, tout le monde pense connaître, mais j'ai le sentiment que tout le monde ne connaît pas vraiment ce sujet-là. Merci Lauriane pour ce podcast parce que c'est bien de pouvoir un petit peu éclairer sur cette discipline et donc en effet de la rendre peut-être plus accessible et de donner les connaissances. Quelle est selon vous l'image qu'on se fait de l'astrologie? Alors, de prime abord, c'est vraiment une image très superficielle qui va être déjà par rapport aux horoscopes. Là, maintenant, depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux qui se font, mais qui sont très vulgarisantes. Dans un sens, c'est très bien, ça devient un petit peu plus accessible, mais ça reste quand même très superficiel. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un petit peu, oui, je connais l'astrologie, mais voilà, le signe solaire et ça s'arrête à peu près là. C'est vrai que j'ai le sentiment que, alors moi, dans mon enfance, j'ai beaucoup vu l'astrologie, a toujours fait un peu partie de ma vie, mais de manière un peu superficielle. Je m'y suis intéressée plus récemment. Les horoscopes, j'ai le sentiment que ça fait un petit peu de mal à la pratique. Bon, on va dire que ça fait partie un peu du mythe social, mais voilà, j'ai envie de dire, c'est deux univers complètement différents. Donc, nous, en tant qu'astrologue, on sait que c'est très, très différent de l'étude d'un thème astrologique. Mais bon, en effet, ça galvaude beaucoup le métier. Si on devait comparer justement, parce que ça fait partie du même domaine, on va dire, mais on va avoir peut-être un niveau d'interprétation ou de détail qui va être différent, si je comprends bien. C'est quoi la différence? Pourquoi on va dire qu'un horoscope va être moins pertinent ou plus généraliste qu'une lecture de thèmes sur les énergies actuelles, par exemple? Ben parce qu'en fait, l'horoscope, justement, ne va s'appuyer que sur le signe solaire. Mhm. Voilà. Et en fait, l'étude d'un thème donc en cabinet va intégrer l'ensemble du système solaire, donc le Soleil, la Lune et les 7 ou 9 autres planètes, et plus plein d'autres, ce que nous appelons les maisons, qui vont nous permettre de voir comment on vit des choses personnellement. Ça va individualiser. Donc, voilà, on passe du très très généraliste, voilà, un immense entonnoir, à l'épingle à cheveux où on arrive vraiment à une précision qui va complètement individualiser le thème, et donc il ne parlera que de vous. Comme nous sommes uniques, un thème est unique. Ok, alors si on prend un exemple, du coup, depuis quelques jours, même je crois depuis hier, Mercure rétrograde en Lion, je Ouais. le dis bien, c'est bien comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Ce qui veut dire, alors dans la croyance globale, moi dans ce que je comprends, ça veut dire potentiellement petite difficulté de communication, parce que Mercure étant la planète en lien avec la communication, le mouvement rétrograde est un mouvement de recul qui du coup va venir amener un impact, on va pas dire négatif, mais peut-être amener des difficultés. Moi, par exemple, en fonction de mon thème ou en fonction du thème de mon compagnon ou de ma voisine,
ce mouvement, on va dire, va avoir, j'imagine, des conséquences différentes sur chacun d'entre nous. Tout à fait. Il y en a pour qui, alors ce qui va être important, c'est le degré de la rétrogradation. Est-ce que ce degré touche un degré de notre thème déjà? Et puis le signe aussi de la rétrogradation. Voilà, pour chacun. Alors, en effet, universellement, nous avons tous un Mercure qui est en train de rétrograder en Lion, mais il y en a pour qui ça ne va pas avoir d'impact parce que ça ne va pas du tout jouer, sauf bon, dans le quotidien, quoi qu'il en soit, pour tous, voilà. Mais pour certains, ça va être vraiment, vraiment, en admettant qu'il rétrograde sur le Soleil, donc l'énergie vitale, eh ben, on va se sentir un petit peu plus fatigué, peut-être le mental sera un petit peu plus introverti, bien que le lion soit quand même un signe très extraverti. Mais en tous les cas, et puis une rétrogradation, comme vous dites, n'est pas forcément négatif. En fait, juste pour expliquer ce qu'est une rétrogradation, c'est cette notion très visuel et subjectif. On est sur la Terre, on est d'accord, et donc de notre vision de la Terre, on a l'impression que la planète recule. C'est exactement le même principe que quand on est dans un train et que le train d'à côté avance et que nous, on a l'impression de reculer. Eh bien, c'est exactement ça, une rétrogradation. Mais voilà. Et donc, en fait, la planète se met en repli, s'intériorise. Donc, par exemple, pour les artistes, puisque le lion, c'est un signe très artistique, ça peut être intéressant parce qu'ils peuvent revenir sur une création, ils peuvent… voilà, donc c'est pas forcément… En fait, c'est un petit temps de repli. Après, c'est vrai qu'au niveau de la communication, au niveau… voilà, il peut y avoir des retards, il peut y avoir… Mais peut-être que c'est pas plus mal. Oui, parce que sinon, c'est pas le bon jour pour nous pour enregistrer. Oui, mais peut-être que d'un autre côté, on va parler ou approfondir des choses. Ça sera peut-être plus subtil. Je voudrais balayer quelques clichés sur l'astrologie et que vous puissiez rebondir par rapport à ces clichés-là. L'astrologie, c'est un truc de filles. Alors, pas du tout. Parce que les plus grands astrologues sont quand même des hommes. J'ai été formée par un homme qui était un vrai. Les grands astrologues sont souvent des femmes. C'est vraiment dans les meetings astrologiques, c'est très très bien diversifié entre l'homme et la femme. C'est vraiment kiff kiff. C'est plus les femmes qui vont utiliser l'astrologie dans l'ensemble. Voilà. Oui, parce qu'on dit que les femmes sont plus intuitives. Oui. Et plus en lien avec les cycles. Plus avoir la démarche d'aller voir un astrologue. Ouais. Par contre, en tant que voilà, je trouve que les hommes qui s'y intéressent, c'est génial. C'est vraiment génial. Est-ce que alors l'astrologie, c'est du charabia pour les crédules? Alors c'est du charabia pour beaucoup de gens, pour les crédules et pas que, parce que c'est vrai que c'est très hermétique, c'est très compliqué. Donc pour rentrer dans l'astrologie, il faut quand même le vouloir. Je donne des cours. Et je vois, voilà, il y a une personne sur 5 qui va vraiment avoir le déclic, sinon ça reste très, très, très compliqué. C'est quoi les limites? Il faut aimer les chiffres. Il faut être assidu. Il faut être assidu, bosseur. C'est vraiment une activité passion. C'est un peu comme le piano, c'est un peu comme toutes ces, on peut dire ces arts ou en tous les cas les activités comme ça qui demandent de faire ses gammes tout le temps. Si on en fait une fois par mois, c'est pas possible. Est-ce que ça demande une faculté humaine spécifique en termes d'interprétation? Est-ce que d'une personne à une autre, on va avoir des interprétations différentes? Alors oui, j'aurais presque envie de dire il y a une astrologie par astrologue. Après, bien sûr qu'il y a les bases, mais l'astrologue, il fait pour beaucoup. La première qualité, il faut aimer l'autre, vraiment. Parce que c'est une alchimie, le thème va parler de l'autre, mais par contre, son vécu, voilà, on voit comment la personne va vivre son thème. Oui. Donc, il faut avoir quand même une très, 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 très bonne base psychologique. Voilà. Autre cliché, les béliers sont têtus, les vierges maniaques et les gémeaux instables. C'est pas faux.
C'est pas un cliché. On peut pas catégoriser, mais dans le principe théorique. Alors, Bélier, t'es-tu non un fonceur plutôt? Quand on est astrologue, est-ce que quand on rencontre l'homme de sa vie, on regarde son thème avant de s'avancer? Alors, moi, je suis pas dans cette catégorie-là. Bien sûr qu'on regarde le thème, même des enfants, etc. Non, ça permet, en fait, il faut laisser la vie faire les choses. En revanche, ça permet de très bien appréhender l'autre. On comprend qui il est, donc du coup, on ne peut pas lui demander d'être ce qu'il n'est pas. Le thème va dire, voilà, tu es comme ça, mais par contre, tu n'es pas comme ça du tout. Et ça, c'est imparable. C'est imparable. Est-ce que ça arrivé que vous ayez déjà reçu des couples justement pour les aider sur des problématiques de communication ou pour comprendre justement? Alors, en couple, pas tellement, mais l'un après l'autre, par contre, c'est très inconfortable. C'est vraiment pas grave parce que je suis assez franche et cash. Oui. Et j'ai eu une très, ça a été vraiment un des moments, je crois que c'était le seul, mais où j'ai senti qu'un homme m'utilisait par rapport à sa femme. D'accord. Ça a été très désagréable. Mm. Et j'ai senti le piège. Et je suis, entre guillemets, tombée dans le piège. Bon, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que si on imagine dans le quotidien, l'idée c'est d'expliquer un petit peu à quoi peut me servir l'astrologie, parce que donc on a le thème natal, c'est ça, c'est le thème là, qui définit un petit peu le plan de vie, si on peut dire, différentes caractéristiques. Et la personnalité. Et la personnalité. Et on a aussi tout ce qui va être, on va dire, des flux d'énergie, si je peux le nommer comme ça. Oui. Qui vont venir influer d'une manière plus immédiate, plus quotidienne dans nos vies. Aujourd'hui, dans mon quotidien, à quoi pourrait me servir l'astrologie? Si je voudrais l'intégrer dans mon quotidien, à quoi elle pourrait me servir? Alors, j'ai réfléchi à la question, mais dans le quotidien, j'ai envie de dire pas tellement. Il faut suivre son intuition. C'est plus en effet dans la programmation et dans le plan de vie. Alors, s'il devait y avoir quelque chose dans le quotidien, c'est quand on est face à des décisions, face à des réactions, de se dire, est-ce que ma réaction, elle est juste par rapport à ce que je me suis programmée? Donc, voilà, ça fait gagner du temps pour avancer dans le bon sens et non pas reculer et de se dire, voilà, j'ai des schémas de répétition, j'ai des choses qui se rejouent et non, je les rejoue parce que c'est comme ça. L'astro va permettre d'éclairer, de dire, bah oui, non, là, je suis dans l'erreur. Donc, ça va être vraiment plus dans la perspective. Après, au quotidien purement. Alors, après, il y a des moments clés où je me suis aperçue, là, très dernièrement, malheureusement, par rapport à une personne qui m'est très proche, elle a eu un petit accident, elle s'est cassé le poignet. Donc, j'ai sorti le thème horaire. C'était impressionnant, la position des planètes par rapport à son thème. Alors, ça pouvait… c'est une personne qui est très évoluée. Donc, j'ai envie de dire, c'est ce qui pouvait arriver de moins pire, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc, elle ne pouvait pas échapper à ce moment-là. En fait, il devait se passer quelque chose à ce moment-là. C'était impressionnant. J'ai sorti, mais vraiment, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder. C'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées, n'est-ce pas? Et là, waouh, extraordinaire. Donc, voilà, sur des moments clés. Et puis, l'astrologie, aussi, c'est une coquine parce que anticiper, c'est très compliqué. En revanche, a posteriori, quand on regarde des moments de notre vie, on se dit, waouh, je comprends mieux pourquoi j'ai vécu telle chose, comment ça s'est passé, etc. C'est un excellent rétroviseur, mais qui permet vraiment de redonner de l'élan et de voir mieux notre direction. Un thème horaire, c'est quoi? Alors donc, un thème horaire, enfin pour moi, en tous les cas, c'est voilà, soit par rapport à un événement comme cité, soit ça peut être aussi, par exemple, pour un mariage, pour un entretien d'embauche, pour un moment. Donc, on sort le thème, voilà, par rapport à un événement bien particulier. Après, moi, je ne suis pas très spécialiste de ça. L'autre fois, j'étais
un séminaire et il y a une personne qui fait ça et c'est absolument bluffant. Bluffant. Ça permet, entre guillemets, de se préparer au mieux par rapport aux énergies qui vont être là présentes sur le moment, c'est ça? Mais même plus que ça, d'avoir des indices. Chaque astrologue a un petit peu ses spécialités. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Comment faire aujourd'hui pour justement être un petit peu armé pour faire le tri? Parce que en effet, on voit que c'est un domaine qui explose actuellement avec les réseaux sociaux, ça facilite énormément et on va avoir plein de créateurs de contenu, alors certains qui sont astrologues, certains qui ne le sont pas du tout. Et par exemple, une planète qui rétrograde, ça va être vu partout, les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux personnes qui ont envie de s'y intéresser, mais pour éviter de tomber dans des pièges? Alors, c'est compliqué parce que je ne veux pas du tout dénigrer ou dire du mal. Les gens qui font qui ont des contenus, si ils ne font pas de consultation en tant que professionnels, je trouve que c'est un petit peu dangereux parce que l'astrologie est une matière qui a besoin d'être expérimentée. Donc là, ça reste très superficiel et très, voilà, on peut faire dire ce qu'on veut un peu à l'astrologie. Bon, voilà, c'est dans la lecture où on sent que soit ce sont des poncifs, moi, les nouvelles lunes, les pleines lunes, bon, de temps en temps, mais c'est pas, voilà, c'est pas ça qui va changer le monde, c'est pas, je pense pas. Donc, il faut lire. Voilà, c'est vraiment un travail, lire ce que va écrire la personne et d'en sentir la pertinence, la profondeur. Et au plus c'est profond, à mon sens, au plus c'est valide, au plus c'est très superficiel et c'est des poncifs. Et au moins, ça me paraît intéressant. Oui, il faut plutôt voir l'astrologie comme un outil de développement personnel plutôt que comme un outil de prédiction de l'avenir. Ah, complètement. Complètement. Ah, oui. C'est-à-dire que la prédiction va être en fonction de votre évolution. Et donc, voilà, la chose, comme je vous ai donné cet accident, peut-être que cette personne-là aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus grave. Mais voilà, donc on ne sait pas quel va être l'événement. Par contre, on sait qu'il va se passer quelque chose, ou on sait que, et c'est comment la personne va appréhender cet événement-là. C'est ça qui est intéressant. Mais en effet, le plus intéressant et le travail permanent, c'est le thème natal, ce qu'on appelle aussi le thème radix. Donc vraiment, le moment où le bébé naît, et sa première inspiration, on peut imaginer que tout le système solaire vient s'imprimer dans ce bébé. Et donc, ça détermine tout. Après, bien sûr, que le contexte socio-culturel, etc., va jouer. Mais c'est là où on voit qu'on est tous pas pareils et tous égaux. C'est-à-dire que de toute manière, voilà, les planètes vont jouer leur rôle quelles que soient les conditions, du plus pauvre au plus riche, etc. Et c'est ça qui est à travailler en permanence. Après, évidemment, les transits vont dire, ah ben tiens, là, en ce moment, il faut que je travaille telle situation. Des moments, il y a des transits qui ne touchent aucune planète. Je prends mon cas, il y a beaucoup de planètes qui sont à 0,1 degré. J'ai rien à 0,1 degré, donc je ne me sens pas tellement concernée. Voilà. Si on reprend le fonctionnement global, du coup, pour être sûr que tout le monde puisse bien comprendre, le thème natal, donc, c'est, alors, je vais reprendre mes mots comme ça et vous me direz si c'est bon, c'est la photographie du ciel au moment de ma naissance. Tout à fait. Et dans ce ciel, il y a différents éléments. Il y a notamment des planètes et des constellations. Alors, non, il y a des planètes, il y a des signes, parce qu'il y a deux notions aussi, ça c'est assez technique. Il y a les constellations et il y a le zodiaque. Il y a deux choses différentes. Mais ça, voilà. Donc, il y a les 12 signes du zodiaque, il y a les planètes. Et il y a, en fait, la carte du ciel va, en fait, s'imprimer sur Terre, et donc il va y avoir les maisons. Et les maisons, donc les signes et les planètes sont dans le ciel, et les maisons, c'est terrestre. C'est la manière dont on va vivre les choses. Donc, selon où se trouvent les planètes, dans quelle maison se trouvent les planètes, et ben, ça va être telle ou telle maison qui va être plus activée que d'autres. On dit,
je prends l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup de planètes en maison 6, le travail sera très important pour cette personne-là. Voilà. S'il y a beaucoup de planètes en maison 1, l'ascendant, ça sera quelqu'un qui sera très égocentré, et ainsi de suite. Donc voilà. Et puis après, quatrième élément, c'est, et c'est ce qui va animer finalement le thème, c'est des aspects que les planètes vont faire entre elles. Donc elles vont faire parfois des bons aspects et des mauvais aspects, peu importe. Mais c'est ça qui va créer l'interagissement, et c'est là toute la complexité du thème, parce qu'il y en a qui vont aller ensemble et puis il y en a d'autres qui vont se contredire. C'est ce qui fait notre personnalité. Ok. Et donc, si on reprend entre guillemets les planètes, chacune des planètes va faire référence à un domaine ou quelque chose de particulier, c'est ça? Alors, en fait, les planètes, c'est un peu comme des personnages. On peut les voir comme des personnages et on peut les voir comme des personnages dans notre vie. Parce que le Soleil, qui est quand même notre étoile, va souvent représenter le personnage du père. La Lune va représenter le personnage de la mère. Mercure va représenter nous pendant l'enfance et puis nos enfants. Vénus va représenter l'amoureuse, mais va représenter peut-être une sœur ou une fille. Mars va représenter le travail, mais aussi un amant ou un frère. Voilà. Et puis Jupiter et Saturne vont être les personnages sociaux, si on peut dire ça comme ça. Et Uranus, Neptune, Pluton vont être les personnages, vont être la mondialisation. Mais c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant, des planètes qui vont nous ouvrir des champs d'expérience hors, on pourrait dire, hors matière, hors terrestre. Et en fait, elles sont quelque part les relais d'un autre monde. D'accord. Voilà. C'est très Ça intéressant. veut dire qu'elles nous font travailler des choses qu'on ne sent pas ou qu'on ne constate pas dans notre vie actuelle, c'est ça? Alors, oui, en tous les cas, en effet, ça va travailler sur l'invisible, ça va travailler sur l'énergétique, ça va travailler beaucoup, beaucoup plus sur la mondialisation, mais ça va nous définir sur nos capacités peut-être extra quelque chose. D'accord. Ok. Et si on parle des maisons, il y en a 12, donc sur un thème, ça ressemble un peu comme un camembert, hein, qui est découpé en 12 quartiers. Est-ce qu'on peut parler juste de quelques-unes pour donner un petit peu une idée de chaque maison, elle correspond à quoi, sans forcément faire les 12, mais... Oui, alors déjà, il faut comprendre que c'est les principales, c'est c'est ce qu'on appelle la croix cardinale. Donc, ça va être l'ascendant, maison 1, le fond du ciel, maison 4, maison 7, le descendant et milieu du ciel, la maison 10. Donc, 1, 4, 7, 10, c'est moi, la 1. La 7, l'autre, la relation à l'autre, donc moi, l'autre. Le fond du ciel, ça va être d'où je viens, donc mes racines familiales, mon passé, mon histoire. Et la 10, où je vais. Donc déjà, c'est les 4 maisons, ce qu'on appelle d'ailleurs des maisons angulaires, principales, qui vont donner la direction. D'ailleurs, ça s'appelle cardinal, dans ce sens de l'impulse et de la direction. Et puis après, il y a les maisons cadentes et succédentes qui vont donner des notions d'argent, de travail, affectif, amoureux. Donc, tout ce qui est maison sous l'horizon de 1 à 7, ça va être des maisons personnelles, la vie privée, la vie personnelle. Et puis, de 8 à 12, ça va être les maisons collectives. Donc, notre vie sociale, notre vie collective, professionnelle, amicale, relationnelle, les projets, etc. Voilà. Okay. Ça veut dire que du coup, moi je distingue deux éléments principaux. Le thème natal qui vient, entre guillemets, poser les éléments de départ et puis donner un certain nombre d'informations sur notre personnalité, sur notre rapport peut-être à la famille, sur nos capacités, ou en tout cas définir un peu notre profil au sens large. Et de l'autre côté, on va avoir, je ne sais pas, par exemple, une pleine lune en Cancer, je dis n'importe quoi, et en fait, on va regarder quelles énergies ça peut apporter et confronter à notre thème,
pour voir sur quel, entre guillemets, domaine de vie ça va venir impacter chez nous. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On superpose le thème radix, le thème natal va rester immuable. Et après, en effet, les planètes continuent à avancer après notre naissance. Et donc, en effet, on vient confronter. Alors, les pleines lunes, nouvelles lunes vont marquer un rythme, un quotidien, voilà. Et puis après, ce qui va être quand même beaucoup, beaucoup plus impactant. Donc, c'est pour ça que moi, je fais un peu de l'astrologie de profondeur, si je puis dire. Donc là où moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, c'est de regarder les transits de Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, qui, eux, vont vraiment marquer des périodes très importantes de nos vies, enfin, des périodes de nos vies plus ou moins importantes. Et c'est là où les grandes transformations se font. Voilà. C'est pas la lune. La lune, c'est notre quotidien, c'est notre manière, voilà, va être sur notre intuition, c'est le féminin, etc. Mais c'est pas elle qui va faire les grands changements. Voilà. Mais on est en plein dedans, puisque du coup, Pluton a changé de signe récemment, en début d'année, je crois, sorti du signe du Capricorne pour aller dans le Verseau. Ça, de mon côté, moi, de ce que j'ai perçu, ça a alimenté plein de sujets partout. Concrètement, alors, je ne sais pas si on peut le résumer comme ça, mais c'est bonne ou mauvaise nouvelle pour qui? Alors, Pluton n'est jamais une bonne nouvelle. En fait, l'idée est là. Alors, si, bonne nouvelle pour les Capricornes parce que Pluton sort de leur signe. Alors, c'est vrai que ça s'individualise en effet pour voilà, un niveau personnel, par exemple pour les Capricornes, mais donc la croix Capricorne, Bélier, Cancer, Capricorne, Balance. Donc, ils ont quand même dégusté pas mal parce que Pluton voilà, va marquer vraiment une grande période de remise en question, de dureté, de difficulté, voire parfois de deuil. Appelons un chat un chat. Mais après, d'un point de vue mondial, ça a été une grande remise en question des structures d'État, puisque le Capricorne représente l'État. Donc, toutes les structures sociales d'État qui paraissaient immuables, parce qu'on peut dire que le Capricorne, c'est un peu la montagne, d'une certaine manière. Et voilà. Et comme c'est enterré, c'est de la terre, là, maintenant, Pluton qui va rentrer en Verseau, on va voir un petit peu comment tout a été dynamité et comment soit ça s'envole, soit ça s'écroule, mais en tous les cas, qui va se transformer. Pluton en Verseau, le Verseau est un signe extrêmement inattendu, impulsif, explosif, irascible parfois. Enfin voilà, il faut bien voir que le Verseau, c'est le signe de la communauté, de l'humanité, de la fraternité. Donc voilà. Et Pluton, c'est une notion de pouvoir. Donc il y a un rapport de force qui est en train de se mettre en place. Mais ça peut être aussi le Verseau, c'est très utopiste, très idéaliste, très humanitaire. Donc, ça peut être une remise en question et une refonte complète des notions de partage financier, beaucoup, tout ce qui est capitaux, tout ce qui est gros investissements. Mais voilà, peut-être qu'il va y avoir un bras de fer entre pauvres et riches, entre voilà, des mondes comme ça. Et puis surtout, le Verseau, on sait que c'est les nouvelles technologies, tout ce qui est avant-gardiste, tout ce qui est IA, c'est très Verseau. On peut imaginer aussi que tout ce qui est, surtout avec Neptune aussi qui est rentré en Bélier, mais tout ce qui est énergie, tout ce qui est tout ce qui est énergétique pour pouvoir se nourrir d'une certaine manière au niveau des déplacements, etc. Ça va être des enjeux colossaux. Et je pense qu'ils vont découvrir, puisque le Verseau, c'est l'électricité, c'est l'énergie, en fait, c'est les ondes, c'est tout ce qui est ondes. Donc, c'est possible qu'ils trouvent de nouveaux systèmes qu'ils ne nous le disent pas, parce que Pluton est quand même plutôt secret, et qu'à un moment donné, ils nous mettent un nouveau truc absolument extraordinaire. Et puis, la dernière chose, c'est que quand Pluton est en Verseau, c'était aussi beaucoup la conquête. Et là, c'est possible que la conquête spatiale devienne vraiment un enjeu sur les
les 20 prochaines années. D'accord. Ça veut dire que ça impacte directement les Verseaux, mais aussi les autres signes d'air? Alors, ça va impacter entre guillemets positivement, parce que moi, je me méfie toujours, les signes d'air, en effet, Gémeaux et Balance, mais encore une fois, Pluton, c'est quand même une planète qui est quand même pas très rigolote. Mais en tous les cas, ça va activer des trigones d'air, donc d'impulsivité. Pluton, en fait, c'est notre instinct de survie. Donc, voilà, par la communication, par l'échange, ça peut être. Par contre, ça va impacter beaucoup plus négativement la croix, ce que l'on appelle la croix fixe, donc du Verseau, en face le Lion, et puis Taureau et Scorpion. Voilà. Et c'est une croix de matérialité. Donc, ça va remettre en question tous les fondements matériels, existentiels presque. Et en particulier aussi au niveau monétaire. C'est-à-dire que je pense que avant, on parlait du liquide pour parler de la monnaie, Oui. du poisson. Eh bien, maintenant, je pense que l'ère virtuelle, de l'argent virtuel va prendre le dessus là aussi. C'est-à-dire que tout va être dématérialisé. D'accord. Et on en a pour combien de temps dans cette… c'est une vingtaine d'années, non? Alors, plutôt en Verseau, ça va durer 20 ans, donc c'est presque une génération. Super. Super programme. Tout un programme, voilà. Et après, j'imagine que pour nuancer un petit peu et pour n'effrayer personne, j'imagine qu'en fonction de où est-ce qu'on en est dans la vie, où est-ce qu'on en est, je ne parle pas de réussite professionnelle ou quoi que ce soit, je parle de où est-ce qu'on en est intérieurement avec soi-même. On va pas forcément, tous les Verseaux ne vont pas vivre la chose de la même manière, parce que ça va dépendre du chemin qui a été parcouru auparavant. Et si pour certains, ça peut venir vraiment être violent parce que ça va pousser peut-être à aller dans certaines directions, d'un autre côté, ça peut aussi être révélateur et une force qui permet d'appuyer quelque chose. Donc, tout ça est à nuancer, j'imagine, en fonction de qui on est. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est tout à fait ça. Et puis après, il faut voir tout le contexte du thème, etc. Mais c'est bien, c'est bien. On renaît d'une certaine manière et on devient. Mais pour donner un petit exemple très concret, quand Pluton est rentré en Capricorne en 2008, on a eu la crise financière de 2008. Oui. Juste l'entrée de Pluton en Capricorne. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que donc ça se joue quand même dans l'ensemble plus à un niveau mondial. Oui. Et en tous les cas, voilà, ça marque un temps. Ça marque un temps. Mais oui, c'est vrai que par contre, c'est extraordinaire dans une notion on va dire de purification et en tous les cas de capacité à se remettre en question. C'est bien. Ok, super. Si on reprend un petit peu votre parcours, est-ce que, donc, à partir de quand vous commencez à vous intéresser à ce sujet-là? Est-ce que ça vient par hasard? Est-ce qu'on vous y pousse? Comment ça se passe? Alors, en ce qui me concerne, je crois que depuis que j'ai un petit peu de conscience, j'étais fascinée par les étoiles, par la galaxie, voilà, depuis toute petite, même connaissais le signe de toutes mes copines presque à l'école primaire déjà. Donc voilà, j'avais ça. Et puis, donc c'est quelque chose qui intrinsèquement m'a toujours passionnée. Alors, petite, à l'école, on me demandait ce que je voulais faire. Je disais astronome. Voilà. Un prof de maths me dise, en fait, c'est 20 ans d'études de maths. Donc là, j'ai dit, waouh, ça va peut-être être un peu compliqué parce que je n'étais pas vraiment très douée. Et puis, c'est trouvé que ma maman était beaucoup dans le développement personnel et elle avait donc dans les années 80-90 des livres d'astrologie et une amie qui faisait de l'astrologie. Donc, à l'âge de 17-18 ans, j'ai monté mon premier thème. Donc, c'était il y a très longtemps. Il n'y avait pas les logiciels, il n'y avait pas tout ça. Oui. Je me suis enfermée dans ma chambre et là, j'ai commencé à apprendre à monter un thème à la main. Donc, voilà. 17-18 ans, j'ai commencé mes premiers thèmes. Et puis, pendant très longtemps, j'ai été autodidacte, mais j'ai eu une vie tout à fait normale. J'ai été technico-commerciale pendant une dizaine d'années. Voilà, après, j'ai eu mes enfants, j'ai eu une vie tout à fait normale, mais toujours avec l'astrologie en passion. Et aussi,
dès qu'il y avait quelque chose, une personne, etc., je montais le thème. Et puis, donc, il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années, j'ai démarré les cours d'astro avec Georges Serre. Et donc, j'ai fait tout le cursus pendant 5 ans, bien 5 ans. Et là, j'ai vraiment approfondi. Ça a été vraiment un très, très beau travail. Voilà, c'est court. Et puis, au bout de 5 ans, j'ai commencé un petit peu à consulter et puis à me lancer définitivement dans ce métier. C'est quoi l'élément déclencheur qui vous fait passer d'une vie où vous aviez un métier qui était très différent à allez, je vais aller étudier et je me lance directement dans cette voie? C'est la passion. C'est parce que je voulais en savoir plus. Alors, à cette époque-là, j'étais un peu entre deux. J'avais une petite société, mais je l'avais fermée. Je me cherchais quand même beaucoup au niveau quand même professionnel. À côté de ça, j'ai fait beaucoup de travail personnel surtout psychanalytique, très pro-psychanalyse. Et d'ailleurs, c'est comme ça, parce qu'aussi jeune, je suis allée voir Joëlle de Gravelaine, qui était une grande astrologue. J'ai vu aussi Samuel Jan Gutenberg, qui est aussi un grand astrologue, qui est encore vivant. Mais Joëlle de Gravelaine, en voyant mon thème, elle m'a dit si vous ne faites pas une analyse, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai démarré une psychanalyse très poussée. Et en fait, ça m'a toujours poursuivi. C'est que dès que j'ai un problème, certes, alors l'astrologie est extraordinaire parce que ça permet d'aller très vite. On ne cherche pas, on sait où est le problème. Après, voilà, il faut le travailler à côté. Et donc, dès que j'ai un problème, que je vois au niveau astrologique, eh bien, je vais voir quelqu'un à côté. Et voilà. L'astro et la psycho fonctionnent très, 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 très bien ensemble. D'ailleurs, l'ensemble des grands astrologues, dans l'ensemble, ont quand même beaucoup ce sont souvent des universitaires, j'ai remarqué, des psychologues, des chercheurs, en fait. Voilà. Parce que l'astrologie amène, quoi qu'il en soit, une recherche. Oui, parce que si on consomme l'information, mais qu'on n'en fait rien, ça ne sert pas à grand-chose. Non, exactement. Et ça, je le vois parce que moi, je demande dans les consultations, je propose aux personnes d'enregistrer la consultation. Et en fait, ceux qui réécoutent comme un podcast personnel la consulte, etc., ils l'entendent d'une certaine manière aujourd'hui, demain ils l'entendront autrement, dans 1 an, dans 10 ans. Oui. Et en fait, c'est quand les gens sont un peu paumés, pouf, ils réécoutent et hop, ça les réaligne. Donc, voilà, exactement. C'est soit on consomme, ça passe au-dessus et puis on prend autre chose, etc. Soit vraiment on intègre et c'est là le but. Et là, alors là, ça nous fait avancer. Et je vois donc, tout ça pour dire que les gens qui réécoutent, je les vois vraiment évoluer et avancer et c'est génial. Oui. C'est super. Ça veut dire que pour consulter un astrologue, il faut que j'ai identifié un problème ou je peux venir par simple curiosité? Ah oui, on peut venir par simple curiosité. Moi, je pense que toute personne devrait au moins faire une fois dans sa vie son thème. C'est voilà, mais évidemment, on se heurte, mais ce qui n'est peut-être pas plus mal, j'ai envie de dire, quand même à ce que vous disiez en démarrage, c'est-à-dire à toute une frange de gens complètement réfractaires et surtout voilà, qui ont une idée de l'astrologie déplorable. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas parce que finalement, ça la rend un petit peu hermétique. Oui. Et c'est peut-être pas plus mal parce que c'est pas la peine que tout le monde ait accès. C'est quand même, il faut savoir, bon, bien sûr, tous les politiques et celui qui était quand même le plus féru de ça, c'était quand même notre cher monsieur Mitterrand, qui a quand même utilisé énormément de pouvoir. Et l'astrologie est quand même un outil de pouvoir. Il faut quand même bien comprendre que, et c'est pas plus mal que ce ne soit pas entre toutes les mains.
Oui, qu'il y ait des, entre guillemets, des barrières à l'entrée pour que seuls les réellement passionnés, motivés ou engagés puissent y arriver à ce chemin-là, quoi. Voilà, tout à fait. Oui, on a fait l'exercice ensemble, donc du coup, moi, j'avais jamais fait mon thème. Et donc, on a réalisé l'exercice il y a pas très longtemps. J'étais assez étonnée parce qu'en fait, l'idée que je pouvais avoir au départ, c'est que ça allait me conditionner d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça allait me dire, bah, me mettre dans des cases, etc. Et en fait, j'étais très surprise parce que j'ai vu que ça m'a identifié des clés qui peut-être étaient là, entre guillemets, sous-jacentes, mais que je voulais pas voir ou que j'avais pas envie de voir. Et ça permet d'avoir, moi j'ai eu le sentiment sur le retour d'expérience, ça amène un peu de clarté sur soi-même et sur son intériorité. Et du coup, ça permet aussi de venir remettre avec des mots et avec des explications qui sont. Alors moi, j'aime bien tout cet univers-là, donc du coup, les planètes, etc., je trouve ça vraiment chouette. Mais ça vient redéfinir le contour parce que parfois, on se perd un petit peu en chemin et il arrive, on est dans un monde un petit peu. Où il y a une forte activité, où on est un peu en pilotage automatique souvent, enfin, même si on tend à l'être de moins en moins, on a tendance un petit peu à s'oublier. Et puis, il y a les masques qui sont entretenus régulièrement et qui font que finalement, bah, mais qui on est? Et en faisant, enfin, j'aurais tendance à conseiller à toutes les personnes qui sont un petit peu perdues aujourd'hui, qu'en faisant cet exercice-là, j'ai le sentiment qu'on peut renouer avec soi-même et qu'on peut allumer quelques petites ampoules pour justement une direction qui s'amorce. Ça donne pas du tout d'injonction particulière, ça donne pas d'informations sur tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais c'est des informations à accueillir, à intégrer et à faire évoluer dans le temps, mais qui sert notre moi intérieur. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est une très, 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 très belle définition et c'est vraiment ça. Maintenant, moi-même, je me dis, ben voilà, ce que j'essaye, c'est, enfin, en tous les cas, que l'astrologie soit éclairante. C'est une très, très, très belle définition. C'est exactement ça. Le but, c'est d'éclairer et de donner des pistes et de dire, voilà, c'est telle direction. Mais, et en effet, et bon, ça, certains astrologues le mettent dans des livres et je trouve ça très, très bien. C'est que l'astrologue qui donne des injonctions, des obligations, c'est pas bon. On n'a pas, voilà, il y a laissé le libre arbitre. Chacun après, voilà, on fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, parfois, bon, il y a des situations un petit peu dramatiques ou autres, et j'ai donné des pistes. Et des fois, j'aurais envie voilà, de prendre des nouvelles. Et non, l'astrologue donne ses infos, mais après, c'est à la personne de gérer. Et surtout, surtout, voilà, à partir du moment où, ouh là là, mais vous vous rendez compte. Et puis, il n'y a rien de dramatique. Bon, tout à l'heure, je parlais de Pluton, mais il n'y a jamais rien de dramatique. Il ne faut pas avoir peur. Enfin, voilà, il n'y a pas. Et en tous les cas, l'astrologue n'a pas à faire peur. L'astrologue est là, et en tous les cas, moi, la manière dont je veux pratiquer l'astrologie, c'est plutôt de donner un élan, de redonner une énergie et d'éclairer, que de dire, oh là là, ma pauvre, oh là là, ben alors là, comment vous allez faire? Non, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est de rester très, par contre, très objectif sur le thème. Voilà, ben là, il y a une difficulté, certes, Oui. mais comment je peux trouver la solution à cette difficulté? Et parfois, d'ailleurs, c'est beaucoup plus intéressant les difficultés que les facilités, en particulier les aspects, parce que les aspects sont comme quelque chose qu'il faut muscler, transformer, et c'est très évolutif, les carrés, les aspects dissonants. Alors qu'un aspect trop facilitant, eh ben, en fait, on se repose sur ses lauriers, puis le moment où on a un moment où on doit un peu se battre, eh ben, on n'a pas forcément de quoi se battre. Donc, voilà, il faut. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment un très bel. Mais et aussi par rapport à cette profusion, le problème, c'est qu'en fait, le thème reste quand même très, très personnel. Et quand ça peut, les choses comme ça peuvent donner des pistes, mais c'est quand même très compliqué de se sentir concerné par quelque chose de très global, moi je trouve. Est-ce que l'utilisation justement de cette pratique dans le recrutement ou dans plein d'autres domaines, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant ou
pas forcément? Alors, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant et j'adorerais pouvoir le faire. Le problème, c'est que c'est interdit. Ah, C'est prohibé, c'est interdit. En fait, l'astrologie, il faut savoir que juridiquement, n'existe pas. C'est pas reconnu. Après, en revanche, moi, je trouverais ça absolument extraordinaire parce que je parlais des maisons. Par exemple, les maisons 2, 6, 10, c'est les maisons de travail. Donc, ça donne une idée. Quelqu'un qui n'a rien en air et on le met au commercial, voilà. oui. Par contre, quelqu'un qui est très vierge, en effet, très capricorne vierge, ça va peut-être être un très bon comptable. Hmm. Ça pourrait être aidant, mais voilà, c'est interdit. Et dans ce qu'on évoquait juste avant, il y a le fait dans les informations qui sont transmises, vous évoquiez le fait que des fois, on aurait envie de suivre la personne pour justement l'aider, mais que non, c'est pas forcément ce rôle-là. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Et en fait, ça me ramène moi à quelque chose que je constate moi dans ma pratique, c'est la remise de responsabilité à chaque personne, en fait. C'est-à-dire que très souvent, quand on souhaite consulter, qu'importe la pratique, on a tendance à vouloir avoir des solutions magiques. Et on se dit, je vais aller voir telle personne et donc du coup, ça va régler tous mes problèmes. Évidemment que non. Et bien heureusement, parce que ça voudrait dire que si une personne peut régler tous nos problèmes, ça veut dire qu'elle a un sacré pouvoir sur nous. Et donc, c'est plutôt rassurant de se dire que finalement, le fait d'avoir un éclairage par un praticien quelconque, qu'importe la pratique, permet de me redonner mon pouvoir et de me redonner ma responsabilité d'aller bah, travailler ou faire évoluer quelque chose. Et c'est là le piège aussi, c'est exactement ça, c'est que justement, c'est redonner le pouvoir à la personne, mais surtout pas nous se sentir voilà, d'un pouvoir particulier. Par contre, ce qui est très dangereux, c'est quand la personne veut absolument, en effet, qu'on trouve une solution. Et en fait, le risque et le piège, c'est de se sentir démuni, de dire, mais en fait, non, enfin, c'est pas mon rôle. Et en fait, presque la personne vous en veut ou vous culpabilise. Et c'est là où il faut vraiment rester bien, bien à sa place et de laisser la personne face à lui-même. On lui donne des clés, des effets miroirs. Regardez, comprenez. Mais après, en effet, on ne va pas résoudre le problème à sa place. Et puis, il y a aussi les gens qui ne veulent entendre que ce qu'ils veulent entendre. Oui. Pour ça que, par contre, l'enregistrement est très intéressant parce que des fois, il y a des gens qui sont très obtus sur une problématique au jour J, mais moi, je leur parle d'autres choses. Et au final, ils comprennent peut-être le sens quelques mois plus tard. C'est une question de focus, plus Oui. ou moins reculé de la situation et de ce qu'on vit, quoi. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Concernant les enfants, on voit aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où l'école, c'est compliqué. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont du mal à trouver leur place et qui, du coup, peuvent se retrouver un petit peu catalogués parce que un peu perturbateurs, etc. Est-ce qu'on peut trouver des réponses à travers l'astrologie, justement, pour les aider? Parce que pour les aider à être peut-être plus en phase avec eux-mêmes ou pour les parents qui se sentent très souvent démunis? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que astrologiquement, quand on sort les thèmes de ces enfants, on voit qu'ils ne sont plus comme nous, du tout, du tout. Ils n'ont plus du tout les mêmes. En fait, c'est plutôt l'éducation nationale, donc on va dire à la manière Capricorne, qui est d'une rigidité absolument terrible. Et on est avec des enfants Verseau, on est avec des enfants qui sont dans une fulgurance, donc, évidemment que ça ne matche pas. Donc, déjà, la première réponse, c'est leur thème montre que, oui, ils ont une autre manière d'appréhender le monde, la vie, la compréhension, etc. Ça, c'est la première chose. Et puis, en effet, la deuxième chose, à titre individuel, c'est un excellent outil pour un parent c'est comme un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi. Un thème natal, c'est un mode d'emploi. Et là, je peux parler à titre personnel. Mes deux filles, mais c'est vrai que ma première fille, et même ma maman, quand elle a vu le thème de ma fille, elle me dit, oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge. Et en fait, quand ça braquait, ou quand il y avait vraiment
voilà, me référer à son thème et en fait, voilà, ça a été un outil absolument extraordinaire. Après, ça n'empêche que, donc elle a 25, bientôt 26 ans, que c'est à elle de se découvrir. Je Oui. sais, moi, où elle doit aller, mais je ne peux pas faire le chemin à sa place. Donc, Oui. elle prend des impasses, elle prend des murs, mais elle sait que je sais où elle doit aller. Et ça, c'est extraordinaire. Et la deuxième fille, c'est la même chose, mais sur d'autres choses. Il faut la ramener sur Terre. Donc voilà, et c'est extraordinaire. Et pour la vie aussi, ça ne veut pas dire que la vie soit facilitée du tout, parce qu'on reste des humains, on reste, voilà. Mais par contre, quand même, on comprend. Et alors, c'est vrai que c'est là où le pouvoir aussi sur l'autre peut devenir dangereux, parce que on comprend peut-être plus de choses par le Ouais. thème que par la réalité. Oui, en effet. Même en transgénérationnel, alors là, par contre, c'est vraiment très intéressant. Parfois, je dis aux gens, il y a eu telle ou telle problématique. Ah, mais non, mais je ne sais pas. Et certaines personnes font l'effort d'aller chercher. Et en fait, presque, je sais plus de choses sur eux qu'eux-mêmes. Oui, oui. Le transgénérationnel, il apparaît systématiquement dans les thèmes ou... Systématiquement. Ouais. Alors, systématiquement, mais jusqu'à la génération, j'ai envie de dire, de la vingtaine, 20, 30 ans. Il y en aura toujours, bien sûr, mais quand même, je pense que nous sommes une génération, voilà, là, entre les 30 et 60, qui avons quand même fait un gros travail. Ça a été toute la découverte du transgénérationnel depuis quelques années. Donc, tout ce qui a été exhumé Oui. de ce passé, ça ne sera plus à faire pour les jeunes générations. Et en fait, c'est exactement ça, parce que moi, quand je faisais mes cours d'astro, etc., on travaillait sur tout ce qui nous, finalement, nous plombait, etc. Donc, ça a été quand même plutôt en Capricorne aussi, hein, les remises en question du passé. Et donc, en fait, on a allégé, donc ils n'auront plus à faire ce travail-là. Ce qui est formidable. Alors, Voilà, si on peut offrir en tant que parent, entre guillemets, cette facilité, enfin peut-être pas facilité, mais en tout cas alléger un petit peu les bagages de départ, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en feront, eux, pour le devenir, puisque le Verseau, c'est le devenir. Si vous voulez, c'est comme si on lance, enfin, on met quelque chose en arrière pour mettre en avant. C'est exactement ça. Donc, par contre, il faut qu'ils ciblent bien leur en avant. Oui. Super. Je suis ravie parce que du coup, vous avez utilisé un mot magique qui est le mode d'emploi pour les enfants. Parce qu'en tant que parent, on dit toujours que on aimerait bien parfois qu'ils soient livrés avec un mode d'emploi. Et il y avait cette utopie, moi j'ai 2 enfants, cette utopie de dire qu'on va éduquer les enfants de la même manière. Sauf que les numéros sont tous uniques et jamais identiques. Et donc, même si on a nos valeurs qui sont les nôtres, nos enfants nous forcent un petit peu à évoluer et à revoir certaines choses parce qu'il y a des modes de fonctionnement qui ne sont pas compatibles. Et en effet, avoir ces éclairages en tant que parent pour justement aller dans le sens de l'enfant, pas dans le sens où on va dire on va faire tout adapter à lui et tout lui faciliter, mais aller dans un flux d'énergie qui soit plutôt positif avec lui plutôt que de le contrer et d'aller sur des énergies qui s'opposent. En fait, ça permet d'apaiser, de gérer peut-être des crises d'adolescence, de peut-être gérer la petite enfance vers l'âge de la maternelle où il y a quand même des phases qui sont quand même pas forcément toujours évidentes. Donc, c'est une super bonne nouvelle pour plein de parents qui se posent des questions et qui se disent « Waouh, génial, je vais trouver des clés ». Alors, je nuance, évidemment, c'est pas rien de révolutionnaire, évidemment, parce qu'il faut aussi voir comment nous, on intègre les informations en tant que parents, comment on arrive à la théorie et la pratique, parce qu'il y a toujours un petit peu cette problématique sur, OK, j'ai compris le principe, comment je l'incarne et comment je l'intègre. Tout à fait. Mais ça amorce un départ, ou en tout cas un démarrage de chemin qui peut être vraiment intéressant et qui permettrait d'apaiser, je pense, des familles, même des enfants, dans leur rapport à leur vie au sens large, puisque ce sentiment, moi, c'est ce que je ressens, c'est que beaucoup d'enfants sont un peu en conflit avec différents organismes et parfois en souffrance sans qu'on le voit. Tout à fait.
tout à fait. Et puis, donc on parlait du transgénérationnel, mais il y a aussi le karmique. Et c'est pas une notion vague ou c'est vraiment quelque chose qui induit. Moi, je pars du principe que l'enfant, quand il naît, il n'est pas vide de sens, il n'est pas vide. Il ramène beaucoup de choses de lui. Alors, de transgénérationnel, donc c'est-à-dire il est héritier de toute une histoire, voilà, mais il est aussi porteur de sa propre histoire. Et en fait, l'enfant, jusqu'à l'âge de 7-10 ans, il y a une espèce d'inertie qui fait que, et ça je le constate, mais vraiment, parce que je suis quand même quelqu'un de très factuel, où en fait, ce qu'il était continue à fonctionner. Et en fait, ce sont souvent dans les dernières générations des enfants qui sont très matures, qui sont très chefs, qui sont très capricornes, puisqu'il y a eu quand même tout ce passage-là. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas qu'ils se retrouvent dans un corps d'enfant avec un problème d'expression, etc. Ils se disent, mais c'est quoi ce bazar, quoi? J'arrive pas à me faire comprendre, je ne suis pas pris au sérieux. Et donc, du coup, ça crée des décalages. Je prends cet exemple un peu caricatural, mais c'est quand même, pour une bonne part, ces enfants qui peuvent être très durs, mais parce qu'ils ramènent ça. Et souvent, c'est des enfants qu'il faut qu'on apprenne à être enfant. Oui. Et c'est pas forcément évident. C'est pas quelque chose d'évident. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on s'aperçoit qu'il y a des jeunes adultes de 20-30 ans qui sont encore dans des jeux, dans des trucs de l'enfance, parce qu'en fait, ils n'ont pas vécu leur enfance. Oui. Et ça, on peut le voir dans le thème? On peut le voir dans le thème. Tout à fait. Ok, super intéressant. Une recommandation sur c'est bien à la naissance des enfants de faire un thème ou on doit le faire au feeling quand on ressent le besoin, quand on voit une difficulté ou juste par envie? Oui, voilà, il n'y a aucune obligation. C'est plutôt au feeling, si on éprouve le besoin. Voilà. Ce qui évite aussi, parce que, comme je le disais, dans le thème de l'enfant et de l'adulte, peu importe, on a vraiment les archétypes. Donc, on fonctionne, c'est très Jung. Enfin, en tout cas, moi, mon astrologie est très jungienne, très reliée à Jung, et en particulier sur la notion des archétypes. Et donc, on voit l'image que l'enfant va projeter du père et de la mère. Et donc, ça permet de rectifier un petit peu quelque chose. Ça ne changera rien. Mais, enfin, si. C'est-à-dire que, en fait, il y a ce que l'on va faire de manière très automatique et inconsciente et ce que l'on va essayer de mettre en place de manière beaucoup plus consciente. Ça change tout. Dans votre pratique, ça fait déjà quand même un certain nombre d'années que vous recevez en séance. Est-ce que vous avez vu justement les personnes évoluer ou leurs problématiques ou leurs questionnements? Est-ce que vous avez vu des changements sur justement toutes ces années? Oui, oui, oui. Alors, je suis très peu les gens en coaching, mais alors le coaching, c'est extraordinaire. Encore là, ce matin, bon, j'ai une dame qui m'aide un petit peu. Quand je me souviens, en fait, on faisait un échange, parce que j'avais besoin un peu de cobaye au niveau du coaching. Quand je me souviens de qui elle était quand elle a démarré et qui elle est maintenant, elle est exactement là où je lui avais dit qu'elle devait être. C'est extraordinaire. Voilà, donc, mais c'est vrai que dans l'ensemble, les gens ils viennent juste pour une révolution solaire, voilà, mais les quelques personnes qui viennent vraiment dans un but plus évolutif, c'est faramineux. Et puis ça va très très vite. Ça va très très vite. Ça veut dire que du coup, si on peut venir vous voir pour faire le thème, on peut venir vous voir pour avoir des informations sur, donc c'est la révolution solaire, c'est ce qui se passe au moment donné, c'est ça? Alors, c'est ce qui se passe au moment de l'anniversaire. En fait, on repositionne le soleil sur son degré exact et donc ça va donner l'ambiance de l'année, la nouvelle année anniversaire. D'accord. Voilà. Et on peut aussi, vous proposer aussi du coaching. Voilà, c'est-à-dire que sur une problématique posée, je les accompagne. Alors, il y a des gens que je suis au long cours, mais en effet, je les vois vraiment évoluer. Et en fait, ce que je leur dis
peut-être à la première séance, ça va peut-être mettre 10 ans. Mais ils Mm. arrivent là. En fait, l'astrologie, pas moi particulièrement, mais quand même, l'astrologie permet vraiment de donner cette perspective à très long terme. Et je vois comment la personne peut devenir. Voilà. Oui, Mais après, c'est de son libre arbitre, c'est de son choix d'y aller ou de pas y aller. Hein. Ça, bien sûr. C'est comme si en fait vous identifiez comment, les points forts ou les axes qui permettront à cette personne de se sentir la plus épanouie possible et vous les aidez justement à retrouver cette voie qui est cette voie vers elle, en fait, c'est ça? tout à fait. Oui, c'est hyper intéressant parce que du coup, sur des personnes qui ont parfois du mal, entre guillemets, quand elles se retrouvent seules à passer à l'action parce qu'elles se sentent un peu désœuvrées, un peu perdues et elles ne savent pas du tout comment s'y prendre, et ben vous allez pouvoir, entre guillemets, C'est les soutenir, voilà. C'est vraiment les aider. Mais on perd pas, c'est là où, bon, on perd pas de temps parce que, en fait, le thème astrologique, c'est une carte pas routière, mais une carte personnelle. Donc, voilà. Alors, là où, bien sûr, entre guillemets, il peut y avoir une perte de temps, c'est quand la personne a des tels. En fait, il y a une rigidité, il y a des automatismes, il y a des choses qui sont très rassurantes. Donc, c'est difficile de. Mais malgré tout, le fait de petit à petit accompagner permet vraiment de. Moi, oui, je vois les gens évoluer, ceux qui ont un suivi, hein, pas ceux qui viennent qu'une fois, mais ceux qui ont un suivi. Et encore que des fois, c'est drôle. Il y avait une personne, une petite dame, elle était dans une problématique. Elle est revenue, moi, 10 jours. Je lui dis, mais vous êtes transformée, vous êtes magnifique, elle était rayonnante. Mais moi, je lui dis ça comme ça. Et elle me dit, ah oui, oui, ça m'a fait tellement bien que voilà. Et en fait, tout avait pris sens Mmh. et elle le rayonnait. Faut, je pense, être prêt parce que j'imagine que c'est pas comme un roman enchanté dans les informations qui passent. Il y a des choses vraiment formidables et puis il y a peut-être des choses qui font partie et qui sont peut-être plus difficiles à entendre. Et donc, si en effet, on se sent pas prêt, même s'il n'y a rien de traumatisant, mais si on n'a pas fait la démarche nous-mêmes et que on se retrouve entre guillemets dans un rendez-vous comme celui-là, ça peut en effet perturber, voire nous donner aucun sens et aucun intérêt, quoi. Voilà. Il y en avait un où c'était encore un homme d'ailleurs. Et donc, il y a eu lui et après sa femme. Et je voyais que le thème était vraiment très, 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 très difficile, un peu obscur, mais voilà, très difficile. Donc, je savais pas trop comment aborder les choses et j'ai fait vraiment du light. C'est un monsieur d'un certain âge, 70 ans, quelque chose comme ça. Il a passé sa séance à pleurer. Ah, Et en fait, ça avait ouvert une faille. Et en fait, il pleurait, 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 parce qu'en fait, il avait tellement enfermé de choses ouais, intérieures ouais. de lui. Et moi, le moindre mot, parce que voilà, si vous me demandiez les qualités, il faut vraiment une pertinence. Et souvent, les gens me disent aussi, en fait, tout ce que j'ai dans ma tête, vous mettez des mots dessus. Mm. Voilà. Mais là, et donc quelques jours plus tard, sa femme qui arrive, qui me dit, bah dis donc, Marie, il était un peu trop. Et pourtant, Dieu sait comme j'ai été très, 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 très light. Hein. Oui, oui. Bon, mais sa femme, par contre, ça a été, elle n'a pas du tout. Mais parce que lui, il avait tellement enfermé de choses Oui. que, bon, voilà, c'était pas comme. Mais c'est du coup une séance quand même très, très efficace pour lui, parce que même s'il y a la difficulté de l'émotion, en fait, ça a été très libérateur, j'imagine. Je pense, ouais, Mm. je pense. Je pense. Et c'était, voilà, sur des choses du passé, mais c'était, même moi, j'étais très gênée aux entournures parce que je ne savais pas comment, parce que je voyais qu'il y avait vraiment des choses. Et voilà, je fais très, très attention. Ça aussi, alors ça, c'est surtout les voyantes qui disent, oui, alors, votre mari va mourir ou ci ou ça. Et moi, il m'arrive parfois de récupérer des gens, mais traumatisés, qui n'osent plus vivre parce Oui. que, en fait, ils ne vivent plus qu'en fonction de ce moment-là. Et donc, tout s'arrête. Mm. Donc, surtout de grâce, voilà, les injonctions et les prédictions de ce genre-là, il faut éviter parce que c'est délétère. C'est très, très, très dangereux. Donc, on a de l'humain et il faut en prendre soin. Voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est un jeu dangereux. J'ai déjà côtoyé des personnes qui
développent une forme d'addiction à la voyance et qui, en fait, ne font pas telle ou telle chose parce qu'on leur a dit que ça se passerait pas ou que ci ou que ça, et qui, en fait, délèguent complètement leur pouvoir, en fait, n'ont plus de pouvoir sur eux-mêmes, puisqu'en fait, ils sont comme liés à cette prédiction qui peut-être n'a pas de sens, parce qu'en plus, en fonction des personnes, etc., bah, on peut capter des informations différentes. Tout le monde a le droit à l'erreur, évidemment. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, que moi, je n'ai pas du tout ressenti dans l'astrologie, sur le fait d'avoir des prédictions précises, etc. Et en fait, les informations données permettent de prendre de la distance et de les digérer, entre guillemets, au bon moment, et de ne pas se sentir piégé par quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut vite devenir un jeu dangereux pour des personnes peut-être plus fragiles qui sont dans des difficultés au moment donné, quoi. Et là, il faut se dire que ce n'est qu'un enjeu de finance. Hein. Il n'y a que ça. Derrière, les gens qui créent une sorte d'addiction, parce qu'en fait, voilà, c'est ça, c'est que parce qu'il y a la personne qui va devenir addict, mais c'est parce que quelqu'un génère ça. Et moi, je vois les personnes, c'est assez rare, mais qui peuvent avoir cette tendance-là. Tout de suite, je mets une distance, et parce que c'est pas le but, quoi. Je veux pas du tout que personne ne soit dépendant de moi, qu'on soit factuel et que voilà, qu'on soit guide, c'est bien. Mais par contre, voilà, mais ça, c'est plus la voyance, j'ai remarqué ça. Et surtout, les choses n'arrivent, ou je sais pas quoi, c'est même pas comme ça qu'on pourrait dire, mais que en fonction de l'évolution, et elles peuvent se transformer. Donc il y a à la fois une espèce de programmation, mais qui va être en fonction de notre évolution. Mmh. Oui, parce que quand vous évoquiez tout à l'heure le fait que les prédictions, c'était pas toujours un sujet qui était apprécié des astrologues. Qu'est-ce qui fait que déjà les prédictions, elles sont liées parce qu'on connaît déjà tous les mouvements planétaires jusqu'à quand? Alors, jusqu'à l'infini, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est des calculs. Oui, c'est mécanique en fait. Voilà, c'est des ordinateurs. Donc, nous, on a ce qu'on appelle les éphémérides. Maintenant, d'ailleurs, ils n'existent plus en papier, mais ils sont sur Aureas. Mais voilà, c'est maintenant les calculs. On peut tant calculer moins 2000 et quelques que plus 2000 et quelques. Parce que voilà, les planètes ont leur mouvement cyclique, etc. Ce qui permet d'ailleurs de regarder dans le passé. Nous, les astrologues, par exemple, Uranus, Pluton en Verseau, on ne connaît pas personne, puisqu'il naît 175 ans, voire plus. Donc, personne ne connaît. Donc, on retourne à cette période-là de l'histoire en disant, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut ressembler à un Pluton en Verseau? Voilà. Donc, on se balade dans le temps grâce aux éphémérides. On a la position des planètes chaque jour de n'importe quel moment. De toutes les planètes. Oui, et comme en fait on a sur une prédiction, on pourrait dire que la première intention, c'est que par rapport au thème de la personne et par rapport à l'énergie, il se pourrait qu'il y ait un blocage à telle date, mais qu'en fonction du chemin que la personne va prendre, le niveau ou la taille du blocage va être plus ou moins important, en fait, comme l'exemple du poignet au départ, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, un blocage qui est très saturnien, hein, parce que chaque planète Saturne va marquer le blocage, par exemple, mais il va dire, en fait, là, il va falloir vraiment que tu approfondisses telle situation. Alors, évidemment, il y en a pour qui ça va être très intéressant parce qu'ils vont avoir cette patience et Et puis, il y en a d'autres, les petits Gémeaux, Cancer, qui vont trouver ça très chiant et dire, mais c'est pas possible, ça avance pas. Voilà. Donc, c'est ça aussi, c'est que la situation de la planète va parler plus ou moins bien à tel ou tel profil. Voilà. Les gens qui auront une tendance plus superficielle vont vraiment mal vivre les blocages saturniens, alors que les saturniens et les gens plus vont trouver ça plutôt pas mal et de se dire, et vont approfondir, vont avoir ce besoin de
de rentrer en eux-mêmes ou d'approfondir une connaissance ou de devenir expert dans quelque chose. Ou, voilà. Je pensais aux compatibilités amoureuses qui souvent c'est des sujets qui font beaucoup parler. Mais dans notre thème, on a 3 signes différents, c'est ça. Alors ça, moi, je l'ai découvert hyper tard. Je pensais au signe solaire, à l'ascendant, mais je ne connaissais pas le signe lunaire. Est-ce qu'on peut peut-être juste expliquer quel rôle va jouer, quel signe va jouer quel rôle par rapport à notre personnalité? Alors, en fait, on a tous les signes dans notre thème. On intègre tous les signes. C'est simplement comme des touches, c'est-à-dire que la position des planètes va activer tel ou tel signe. Voilà. Quant à la compatibilité, donc le signe lunaire, en fait, ça va être simplement où se trouve la Lune. Donc, Soleil et Lune sont les deux choses qui vont nous définir, mais enfin, moi, je trouve que ce qui nous définit le plus, c'est quand même les autres planètes, en réalité. Voilà. Donc, bon, le signe lunaire, ça va être notre quotidien. Ça va être notre manière d'appréhender au côté féminin notre quotidien. Donc, ça va nous représenter, nous, quand même, en tant que femmes. Voilà, ce signe lunaire. Alors que le signe solaire va représenter donc l'archétype masculin. Donc, qu'est-ce que j'attends de l'homme masculin? Un signe, voilà, un soleil en Capricorne, j'attends de l'homme qu'il soit responsable, qu'il tienne sa place. Un soleil en Lion, j'attends de l'homme qu'il brille, voilà. Parce qu'il faut bien comprendre que astronomiquement parlant, c'est une notion très importante symboliquement, le soleil brille, on est d'accord. Oui. Mais la lune ne brille pas. Mmh. Elle brille grâce au soleil. Oui. En tous les cas, elle est éclairée par le soleil. Donc, pour nous, c'est pareil. C'est comme si, quelque part, nous sommes éclairés par le soleil. La femme est éclairée par le soleil. Une femme prend rarement son soleil, sauf des femmes très young, voilà, qui vont vraiment prendre leur soleil en main, si on peut dire ça comme ça. Mais une femme va être lunaire. Par contre, un homme ne va pas être lunaire, sauf s'il est très... Voilà. Donc, c'est ces notions-là. Et donc, alors, la compatibilité homme-femme, on va plus le voir dans cette fameuse maison 7, l'autre, qui va être notre complément de l'ascendant. Voilà. Et puis après, amoureux, pour préciser, c'est vraiment Vénus-Mars. Oui. Voilà. Ça, c'est les amoureux du zodiaque. Ce qui veut dire que si on entend des fois, je dis n'importe quoi parce que je n'ai pas trop de connaissances sur les compatibilités, ce n'est pas un sujet qui m'a intéressée particulièrement, mais si on dit que, je ne sais pas, un cancer Capricorne, ça fonctionne très bien, on est peut-être un peu éloigné de la vérité finalement. Le cancer Capricorne, c'est un axe. Ça va être une complémentarité. Mais en effet, c'est très limité. Un soleil cancer, un soleil capricorne, en fait, oui, ils vont se complémentariser, mais il faudrait regarder la lune de l'un, la lune de l'autre, et surtout Mars et Vénus de l'un et de l'autre. Ça veut dire que une personne qui rencontre quelqu'un et qui, sur le papier, a un signe qui ne va pas du tout avec le sien, il ne faut pas qu'elle s'emballe, parce qu'il y a peut-être d'autres positionnements de planètes, etc., qui font que finalement, au premier abord, non, mais finalement, ça peut marcher. Alors, et par rapport à ça, alors j'ai eu l'exemple hier, vraiment, alors c'est que souvent je dis aux gens, est-ce que vous êtes mariés ou pas? Parce que Mars et Vénus vont être les amants, donc officieux, l'amour officieux. Alors que Lune, Soleil vont être vraiment mari et femme. Donc papa, maman, le mari, la femme, le côté très officiel et très. Et donc hier j'ai eu une dame. Elle s'est mariée il y a 1 an. Avant, visiblement, ça marchait très très bien avec cet homme. Un très joli Mars en taureau, donc quelqu'un qui a amené une sécurité, qui a amené vraiment quelque chose de très, très confortable et très sécurisant. Elle s'est mariée, donc son compagnon est devenu un soleil Verseau, et là, c'est l'explosion. C'est une catastrophe. Ok, bah du coup, ça va donner
envie à tous ceux qui projettent de se marier de venir vous voir pour être sûr que ce soit une bonne Voilà, idée. parce que le couple va très bien fonctionner avant, et des fois ça se vérifie, et en fait ça se vérifie astrologiquement. Donc des fois il vaut mieux rester, ne pas se marier, ou inversement. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est un peu chien et chat tant qu'ils sont pas. Et puis tout d'un coup, le mariage va apaiser parce que les lunes et soleil de l'un et de l'autre vont être bien harmonisés. Ok, super intéressant. Est-ce qu'on peut s'intéresser, entre guillemets, à ce qui se passe? Alors, l'année 2025, donc à chaque nouvelle année, alors bon, là, on est déjà bien avancé dans cette année-là, mais moi, ce que j'ai cru entendre concernant cette année-là, c'est que c'était une année de changement, ou en tout cas c'est lié aussi avec la numérologie, etc. Alors, je ne sais pas si ce sont des pratiques qui se croisent, mais du coup, de votre point de vue, l'année 2025, comment on pourrait la définir? Alors, oui, l'année 2024-2025 et surtout 2025, est vraiment une année transitoire. On passe, alors, de manière très globale, on passe d'énergie eau-terre qui sont enfermants, qui sont bloquants, qui sont intériorisants et qui apportent quelque chose d'extrêmement, on pourrait dire, stable et émotionnel, à feu air. Donc extraverti, voilà, ça bouge dans tous les sens, etc. Mais comme vous l'avez bien expliqué au début, à part Pluton qui est définitivement en Verseau, toutes les autres planètes vont rétrograder. Donc pour le moment, Saturne et Neptune sont en Bélier et Uranus vient de faire son entrée en Gémeaux. Mais à l'hiver, tout ce beau monde va retourner donc là en Poisson et puis en Taureau. Donc ça va réensemencer quelque chose dans la Terre, mais c'est surtout que c'est l'idée de terminer vraiment, parce que donc Saturne et Neptune en Poisson, le Poisson est le dernier signe du zodiaque, et donc il va donner vraiment une idée de fin de cycle mondial. Après, dans les maisons, comme je disais, on va regarder chez chacun qu'est-ce qu'on termine. Qu'est-ce qu'on est en train de vraiment terminer qui ne fonctionne plus? Bon, ça peut être un cycle, mais ça peut être aussi un renoncement, peu importe. Donc, on termine quelque chose de très important, tant à un niveau mondial qu'à un niveau personnel. Et donc, en avril 2026, définitivement, toutes les planètes seront donc en bélier. Donc, on a une idée de démarrage, de renouveau. Le Verseau, c'est l'avenir renouveau. Le Gémeaux, c'est l'air, donc Uranus en Gémeaux, l'air, la communication, l'échange. Donc, on a vraiment quelque chose qui s'extériorise, qui va sortir des eaux. Et puis, en juillet, je crois juillet 2026, aussi, il restait Jupiter qui est resté en Cancer. Et ben en fait, Jupiter en Cancer va vraiment donner ce temps d'intériorisation liée à la famille, liée à une gestation, mais c'est quand même la croissance, hein, il y a quelque chose, mais c'est vraiment très gestationnaire. Et la naissance, c'est le lion. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va émerger, on pourrait dire, et espérons magnifiquement, de tout ça. Une nouvelle humanité, peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, un projet, quelque chose d'important. Après, voilà, avant, on prenait le temps. Maintenant, on n'a plus le temps. Déjà, on avait ce sentiment d'accélération, mais alors là, je pense que ça va être phénoménal. Donc, alors, les gens qui ont cette énergie-là, feu et air, ça va être formidable pour eux. Ceux qui sont plus intériorisés, ça va être compliqué, mais bon. Alors, après, chacun trouvera son équilibre. Mais voilà, et donc 2026 sera vraiment le début d'une nouvelle ère, c'est vraiment ça, qui va durer un long moment, puisque Neptune va rester aussi 15 ans en bélier. D'accord. Bon, Saturne va rester 3 ans et demi en bélier. Enfin, voilà, donc ça sera intéressant, mais réfléchissons bien sur cette année 2025 à ce que l'on décide, et c'est là où on parlait tout à l'heure du libre arbitre et aussi d'être responsable de soi-même. C'est vraiment un moment où il faut bien réfléchir à ce qu'on a envie
de mettre en place, donc Saturne, c'est un cycle de 30 ans, donc c'est celui qui est le plus humanisant d'une certaine manière, donc attention, et en fait, Saturne en bélier, c'est vraiment des fondations, on démarre quelque chose, donc faisons attention à ce qu'on a envie de démarrer. Je voudrais revenir sur la notion de avant, on pouvait prendre le temps et aujourd'hui, on n'a plus le temps. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'on a des éléments qui peuvent expliquer ça ou c'est quelque chose qui est ressenti? Non, c'est complètement énergétique, c'est-à-dire que l'air et le feu, c'est des fulgurances, c'est de l'impulsivité, c'est dynamisant. Le feu va donner une dynamique, un élan et une action. Et l'air va diffuser, va véhiculer, etc. Et ce sont des notions de rapidité. Les deux sont des notions de rapidité. Autant le terre et l'eau vont être des notions d'implantation et de stabilité et d'intériorisation. Donc là, voilà, il y a une patience. Par contre, ça va être des mots comme la patience, la persévérance, etc. Et là, on est dans donc moi, je trouve en astrologie que les éléments, et d'ailleurs, qui sont très, très importants. Les éléments en astrologie vont définir comme ça. Après, bien sûr, le bélier, c'est un feu de début, de démarrage, d'élan. Oui. C'est le premier signe du zodiaque. En fait, il émerge de l'eau, où l'eau, enfin, les deux planètes émergent d'un océan de dilution où il n'y avait rien. Et tout d'un coup, le rien ou le tout devient un. Voilà. Ça veut dire que si vous pourriez donner des conseils aux personnes qui vont écouter ce podcast, ça veut dire que, si je comprends bien, l'année 2025, il faut sortir, entre guillemets, tout ce qui traîne sous le lit, quoi. Ah, complètement. Il faut vraiment préparer et vraiment tout nettoyer. D'ailleurs, le poisson est un signe de nettoyage par l'eau, de purification, etc. Mais voilà, de vraiment, vraiment toutes les scories, tout ce qui a été, parce que le poisson, en fait, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est intériorisé, mais caché inconsciemment. Donc, tout ce qui peut remonter, on peut pleurer, on peut avoir envie mais tout ce qui a été comme ça, refoulé totalement, caché, etc. C'est important de le sortir et aussi peut-être au niveau de la santé. Parce qu'après l'eau va diluer, mais si c'est caché, à un moment donné, quand ça va être en bélier, du coup ça peut devenir inflammatoire. Voilà, aussi symboliquement. Mais en effet, c'est vraiment un moment où il faut vraiment aller racler tous les fonds de tiroir, faire propre, tout neuf, tout beau, tout propre, pour avoir quelque chose de nouveau, une énergie propre et neuve. Oui, pour que entre guillemets, la continuité ce renouveau 2026 puisse être le plus bénéfique possible, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Qu'on n'ait pas des casseroles. Ah bah oui, mais ça m'empêche. Ah bah oui, mais ça, je l'ai encore. Ah bah oui, alors, voilà. Ça ne peut pas démarrer. Il faut se faire face, il ne faut plus se trouver d'excuses. Voilà, c'est ça. C'est hyper intéressant. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement là, on a quand même bien balayé le sujet et on a eu plein d'éclairages et c'est vraiment super chouette. Est-ce que pour ceux qui ont envie de s'intéresser davantage, alors il y a ceux qui peut-être pourront prendre contact avec vous directement, mais ceux qui peut-être ont une approche un peu plus lente et qui ont envie de s'intéresser à travers des livres, à travers des documentaires ou des contenus, est-ce que vous auriez des recommandations, parce que là aussi, c'est un sujet qui fait écrire beaucoup, mais c'est difficile aujourd'hui d'avoir, entre guillemets, quand on ne s'y connaît pas, le bon discernement pour savoir si ce livre-là va être juste ou non, ou s'il y a plus de marketing que de justesse. Comment on peut faire le choix, ou est-ce que vous avez des ouvrages peut-être à nous recommander? Alors, moi, je reconnais que je reste beaucoup sur les anciens ouvrages, entre autres l'ABC de l'astrologie, mais je ne sais pas s'il est encore édité. Le livre de Tristan Balgeri, le premier, est assez bien fait pour démarrer l'astrologie. Je trouve qu'il est plutôt bien construit.
Et puis après, bon, il y a quand même les livres de Stéphane Arroyo, de Germaine Ollet qui sont assez profonds, et puis de Dan Rudyard. Mais ça, c'est des livres quand même de profondeur. Dans les nouveaux, j'avoue que je connais pas trop, mais dans les anciens, voilà, Germaine Ollet, l'ABC de l'astrologie sont déjà des bons, c'est des classiques qui sont bien, bien écrits. Je trouve Émilie Charton bien. Legrand aussi, Roland Legrand, il est très pédagogique. Donc, voilà, c'est les deux seuls que je regarde un petit peu. Après, alors, je reconnais que je ne regarde pas trop parce que ça m'agace un petit peu. C'est bien d'être franche quand même, c'est important. Ouais. Alors, moi, je me permets de le dire, je suis en train donc j'ai mes cours, hein, voilà, et ces cours, je vais les mettre en livre pour le moment, mais je suis en train de travailler dessus. Donc voilà. Ok, super. Ça veut dire que on pourrait acheter le livre qui correspond à la formation que vous proposez, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc j'aimerais que le livre soit un support de formation ou pour les personnes. Moi, j'ai appris toute seule, hein, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est plus facile avec des cours, mais ça peut. Et donc, si on veut se former aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez en présentiel, en distanciel? Alors, je propose les deux. Je peux proposer en présentiel, soit en individuel, soit en groupe, et en distanciel, plutôt en individuel. Bon, voilà, j'ai quelques personnes, mais après, voilà, il faut que la personne soit quand même un petit peu autonome parce que ça va dépendre du rythme en fait aussi. Hein. Bon, je les vois tous les 15 jours. Donc la personne travaille un petit peu à côté. Mais voilà, le distanciel fonctionne plutôt bien. Et j'aimerais mettre en place des systèmes vraiment de modules, environ 10 modules, où il y a vraiment une initiation, qu'on sache lire un thème. Après, malheureusement, l'interprétation, c'est selon le travail de chacun et c'est là où l'alchimie fonctionne ou pas. Ok, et ça veut dire alors c'est une notion de temps, mais si moi, par exemple, je veux devenir astrologue et que je suis votre formation, vos cours, imaginons que je sois une élève hyper assidue, très brillante, en combien de temps je peux imaginer pouvoir commencer à pratiquer plus officiellement, après avoir fait le tour de toute ma famille, tous mes amis, etc. Très honnêtement, je pense qu'il faut 2-3 ans. D'accord. De pratique assidue, voilà, d'avoir fait déjà pour soi-même beaucoup de thèmes, peut-être pour des amis, etc. Mais voilà, pour s'installer, vraiment s'installer, je pense qu'il faut entre 3 et 5 ans de pratique. Ok. Et si on veut juste faire sa révolution solaire, son thème natal, ou comprendre peut-être un passage et avoir des informations sur ce qui se passe actuellement, on peut prendre rendez-vous avec vous en physique et aussi en distanciel? Tout à fait. Alors, en physique, donc j'ai un cabinet sur Saint-Raphaël. Voilà, je peux me déplacer sur Paris. Et puis après, donc en distanciel, alors moi, je trouve personnellement que le téléphone, ça va très bien. Et puis le téléphone, on est chacun dans sa bulle. On n'est pas dans ce… Ok, super. Eh bien, je mettrai toutes les informations pour qu'on puisse vous contacter s'il y a des personnes qui sont intéressées. Merci beaucoup pour cet éclairage qui était vraiment très intéressant et qui, j'espère, a éclairé un certain nombre de personnes. Eh ben, merci à vous, Lauriane, pour cette très chouette interview. J'ai trouvé ça génial et j'espère en effet que ça aura un petit peu éclairé sur l'astrologie. Et puis, je vous remercie de l'intérêt que vous avez pu porter à cette discipline et à moi modestement. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il a su t'apporter les réponses que tu attendais. N'hésite pas à commenter, liker, partager et même à t'abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants. À très vite.